Bonjour, mercredi 6 octobre. Par rapport là, à ce qui se passe en ce moment, vous voyez, là, il y a une campagne dans les médias, une belle campagne, comme pour faire passer pour sectaire toute personne qui n'est pas d'accord. Et on va jeter l'opprobre avec ce fameux terme des complotistes. Et puis là, des témoignages de dames, surtout, j'ai pas vu d'hommes à date, qui vont nous expliquer un peu comme si c'était des rescapés de sectes. Et puis là, avec tout ce qui va de... Mais ça, par rapport, comme j'avais dit, c'est que ça va être de plus en plus associé à du secteur. J'ai vu aussi une chronique dans le Journal de Montréal où il y avait une dame qui disait il va falloir, je me rappelle plus de son nom, c'est une chroniqueuse pas très importante, entre guillemets, qui disait va falloir qualifier ces gens-là les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fanatiques religieux. Donc, ces mêmes gens-là qui ont diffusé il y a quelques années, vous savez, là, par rapport, il faut pas faire d'amalgame, et puis ces chantres-là de la laïcité, eh bien maintenant, comme j'avais prévu, de plus en plus, la dissidence, toute dissidence va être associée à du sectaire et à du religieux parce que ces gens-là ont une convergence d'intérêts. Donc, par rapport là, à ce que je parlais, l'espèce de campagne de dénigrement agressif qu'on a, pardon, j'ai éloigné un peu mon micro, c'est surtout les journaux de Québécois. On dirait que Radio-Canada, ils ont peur un peu, ils se gardent une petite gêne. Par rapport à ce qui se passe cette semaine, je n'ai pas trop suivi là, en France ce qui se passe. Là, j'avoue, je n'ai pas regardé beaucoup. Il y a M. Tapi qui est décédé. Quelle grande perte. Je vais essayer de rester gentil, là. Il faut pas être irrespectueux envers les défunts. Mais moi, j'ai tendance à l'être beaucoup. Mais ça dépend du défunt. Quand quelqu'un est bien puis tout, ben moi, le summum du respect, c'est je n'en parle pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des grandes pertes des fois, mais lui, Monsieur Tapi, je pense que c'était quelqu'un de bien, mais que jusqu'à un certain point, il a subi de l'influence. Il y a eu des influences au niveau de son entourage, puis que finalement, ben là, ça finit que, en ce moment, là, je pense réellement que des stratégies qui ont été mûrement réfléchies vont être de plus en plus en pratique. C'est pour ça qu'on va voir certaines prédictions se réaliser. Là, je parle pas de prédiction au sens de la voyance, mais au sens de déduction. De déduction, c'est de la sociologie, dans le fond, au fond. C'est simplement de la sociologie. Qu'est-ce que je pense du crash de Facebook? Ben moi, je pense que c'est un essai, que c'est, si on pourrait dire, une répétition. Vous savez, là, comme avant de faire une pièce de théâtre, il faut répéter, il faut vérifier que c'est bien rodé. Puis il y a peut-être une petite opération aussi. C'est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé, mais c'est certainement pas ce qu'on nous en dit. En tout cas, ben, l'affaire de Facebook, j'étais certain que ça ne durerait pas longtemps. Que c'était, si on peut dire, une petite répétition. Comme je vous dis, il y a peut-être eu une petite opération aussi qu'on nous cache. Les employés eux-mêmes ne pouvaient plus rentrer dans les locaux à ce qu'on nous dit. Ça doit dépendre des employés peut-être. Parce que, en tout cas, M. Zuckerberg, ça lui aurait coûté très cher. Peut-être que c'est une forme d'investissement, ce que ça a coûté. Oui, je pense que c'est un test. Un sénateur démocrate a parlé comme si c'était une punition vis-à-vis de Mark Zuckerberg. Ouais, ça voudrait dire qu'il y a certaines instances qui agissent de plus en plus d'une façon qui est pas honnête, là, qui est puis c'est pas une grosse punition, là. De toute façon, en tout cas, moi je trouve pas, là, je suis pas certain. Mark Zuckerberg, habituellement, il est plus souvent qu'autrement aimé et récompensé, même s'il se fait attaquer, puis je sais pas trop. Peut-être. Pourquoi pas? Mais une punition, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Un, un enfant à problème comme Mark Zuckerberg, il faut pas se contenter de le punir. Il faut l'envoyer dans une école de réforme. Il faut s'en défaire. Trouver une façon de. En tout cas, je sais peut-être pas. Des fois, là, c'est ça le direct, hein, je dis tout ce qui me passe par la tête. Mais si c'est une punition, ce n'est pas suffisant.
Ça n'est pas suffisant. Puis puni par qui au niveau de quels éléments? Là, vous me dites, c'est un sénateur démocrate qui aurait dit ça. Oui, ça voudrait dire que c'est une punition à l'intérieur des mêmes intérêts, à l'intérieur des mêmes clics, des mêmes gens. Genre pour le faire rentrer dans le rang, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, que par rapport à eux, là, c'est plus un bon serviteur que quelqu'un qu'on veut punir, à ce qui me semble. Ici au Québec, on a eu des syndicats par rapport à la viande, entre autres, là, Olimel et puis d'autres. Il y a eu, je pense que les syndicats sont corrompus et ils font exprès pour que de la viande soit abattue et détruite. Pourquoi? Pour faire monter les prix. Faire monter les prix de la viande. Ça, c'est mon opinion. Quel est pour toi le sentiment le plus dangereux que peut ressentir un homme? La peur. La peur. C'est, à mes yeux, le sentiment le plus dangereux. La crainte, non. La crainte, c'est de la peur réfléchie, c'est-à-dire qu'il y a une intellectualisation de la peur. La crainte, c'est ça qui va engendrer des crises d'angoisse, par exemple, la crainte ou de la paranoïa. Il faut qu'il y ait une réflexion de la peur pour qu'il y ait de la crainte. Mais de la crainte, c'est de la peur réfléchie. Pourtant, la crainte, c'est un bon moteur pour faire bouger les choses. Oui, c'est pour ça que au niveau de la politique puis de la manipulation de masse, on se sort des craintes de la masse. Ça dépend ce que vous faites avec, mais c'est la crainte non justifiée qui est dangereuse, en tout cas. Mais par rapport à la crainte est mauvaise conseillère. La crainte, oui, ça peut faire bouger les choses, mais ça vient pallier une information. Si vous agissez parce que vous savez quelque chose, il n'y aura pas de crainte si c'est un savoir qui est solide. C'est-à-dire, vous allez devenir stratégique, mais agir par crainte, le plus souvent qu'autrement, ça aboutit pas toujours à des résultats. D'ailleurs, quand il y a eu la pandémie, puis qu'il y a eu un mini crash, j'ai eu de la crainte, puis j'ai vendu beaucoup de choses que si je les avais gardées, je serais très en moyen maintenant. Dont ceux qui connaissent là, pour les crypto-monnaies, là, Bitfarms. Là. Bitfarms, j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup. J'ai un petit peu honte d'avouer ça. J'ai eu de la crainte, puis j'ai fait un mauvais mouvement. Pas juste avec Bitfarms, là, avec d'autres choses que j'avais, que par après, ça a... je suis très en deuil du portefeuille que j'avais. Sur quelle spiritualité ou religion j'ai fait le plus de recherches et travaillé? Aucune. Je suis pas quelqu'un de... J'avais la foi là, plus jeune, mais je l'ai encore d'une certaine façon. C'est surtout le christianisme que je connais. Puis le reste, c'est plus par culture générale. Puis j'ai étudié un petit peu les phénomènes liés au spiritisme, mais pas au sens du fait que ça m'intéressait, dans le sens que j'étais adepte de ça, mais au niveau de voir des phénomènes de manipulation par l'invisible. Vous savez qu'Alan Kardec, peu avant sa mort, a lui-même avoué qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance à ce qui se cache derrière ces phénomènes-là. J'ai eu un intérêt à un moment donné pour le taoïsme, beaucoup. Mais plus par rapport aux pratiques liées à accumuler de la force vitale, entre autres. Puis pas le taoïsme religieux là, qui est teinté maintenant d'énormément je dirais, vous savez, là, comme les gens qui craignent certains signes où c'est une spiritualité malsaine à certains niveaux. Je dis pas, j'ai rien contre le taoïsme, au contraire, mais c'est devenu quelque chose qui est teinté beaucoup de magie, qui est teinté beaucoup de superstition. Puis ça, j'aime pas ça. À qui on peut faire confiance aujourd'hui? C'est ça le problème. Ben, juste à vous-même. Puis même là, il faut se méfier même de la subjectivité, la pollution dans l'ego, la subjectivité. Moi, je n'ai pas confiance en rien. Puis c'est jusqu'à un certain point, je dirais que c'est un mauvais exemple que je donne en disant ça, mais j'ai confiance en rien. Puis je crois rien. Puis je me fie à rien. Donc, c'est un peu décevant, non?
Mais j'ai pas peur, par contre. J'ai aucune peur. Je vais craindre la subjectivité beaucoup des autres. Puis aussi, je fais pas confiance facilement. Je fais pas confiance facilement, mais ça m'ennuie, ça. À qui on peut faire confiance aujourd'hui. Moi, c'est pour ça qu'il était question beaucoup le discernement vibratoire. Parce que, justement, on peut pas faire confiance à rien de formel. On peut pas faire confiance nécessairement à la surface des choses. C'est difficile de voir par la surface ce qui se passe en profondeur. Mais le discernement vibratoire, ça peut pallier à ça. C'est-à-dire, vous allez sentir les choses à ce niveau-là. Il n'y a plus besoin d'avoir confiance ou pas. Puis le bon mouvement se fait quand c'est le temps. Le New Age ressemble beaucoup au supramental. Eh bien non. Moi, je considère que non, ça n'a rien à voir. Si on prend le supramental comme il s'est développé au Québec, c'est une des choses qui est le plus dénoncé le nouvel âge. Entre autres, là, même je dirais, ça a été une dénonciation encore plus agressive que chez les catholiques. Il y a eu vraiment... puis pourtant, ça s'est côtoyé. Comme par exemple, il y a des gens dans le supramental qui ont été introduits par Richard Glenn, qui est très, très lié à ça, l'ésotérisme puis le nouvel âge. Mais je considère que cela n'a rien à voir. À moins que... C'est le problème avec le supramental, c'est qu'il y a toutes sortes de monde là-dedans. Notamment, là, il y a une dame qui vend des œufs de jade, là, je sais pas trop, là, ou des fois c'est teinté de nouvel âge. Mais par rapport aux termes, oui, des fois. Parce qu'il y a des termes dans le supramental au Québec, c'est les mêmes termes que certains théosophes ont utilisés ou que même les anthroposophes ou des choses comme ça. Aussi, il y a beaucoup de gens qui, avant d'aller dans le supramental, ils ont été dans d'autres choses, puis ils ont repris le vocabulaire, tout simplement. Si je connais ISO de supraconscience vibratoire, ben j'ai déjà vu sa chaîne. Je suis déjà allé un petit peu sur sa chaîne, mais je la connais pas personnellement, cette dame-là. Puis la plupart du temps, c'était correct. Là, j'ai rien vu, j'avais rien à redire sur ce qui était dit. Des fois, je trouvais que ça allait un peu loin. Mais c'est tout, je vois pas. C'est pas un défaut d'aller loin, mais c'est dans le sens que c'était, comment je pourrais dire ça, c'était beaucoup souvent dans une assertion, mais par rapport à une structure de pensée. Puis à ce moment-là, je suis un petit peu plus réticent. Mais oui, j'ai vu sa chaîne. Mais après que j'ai fait mon live, souvent, je ne repense plus. Dans la journée, je pense pas à ces choses-là du tout. C'est plus important pour moi de désosser le poulet puis faire de la soupe puis des choses comme ça que ces choses-là dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, là, pratique, d'assez simple. Je suis quelqu'un de très simple, dans le fond. Ouais, ben le supramental, c'est pas une doctrine, hein, c'est un phénomène, c'est une vibration. Et puis même le supramental, c'est ce qui m'a enlevé tout questionnement de ce genre-là. C'est ça qui m'a enlevé tout intérêt justement à tout ce qui s'approchait de choses ésotériques. Carrément. Je n'avais plus besoin de ça. Puis j'avais plus une espèce de besoin spirituel de m'intéresser à ces choses-là. Puis j'avais plus non plus le besoin de connaissances. Parce que c'est bien dommage, mais il y a quelque chose de compensation là-dedans. En tout cas, dans mon cas. Il y a quelque chose aussi euh, d'avoir l'impression d'accumuler de la connaissance, et puis il y a quelque chose de vouloir se rassurer puis de compenser, et puis c'est complètement parti. Il m'est arrivé, quand j'ai compris à quel point il y avait de la manipulation là-dedans, j'avais une colère comme un feu qui brûle ces choses-là, puis finalement, je me suis même réintéressé à des choses extrêmement simples. Avez-vous déjà étudié la nourriture pranique? Eh ben non. Non, ben, tout ce qui a rapport avec la diététique et ces choses-là, ça m'a jamais intéressé. C'est étrange, hein, mais même au niveau, il y a certaines personnes qui ont des peurs des suppléments alimentaires puis tout ça. Puis je pense que le niveau vibratoire d'une personne est plus important que ce qu'elle mange au niveau de sa santé par rapport là, à la façon, comment je pourrais dire ça? Ben, il est écrit hein, dans l'Évangile là, de Marc
que ceux qui vont avoir, certains, ils n'auront pas à craindre ni les poisons ni rien. Puis je pense que c'est lié à une haute vibration, une haute fréquence. Où je travaille, il y a des personnes vaccinées, la vibration est bizarre. As-tu des personnes vaccinées autour de toi et remarquent un truc bizarre? Ben moi, les gens qui sont vaccinés autour de moi, c'était des gens qui avaient déjà une vibration assez basse avant. Donc, j'ai pas remarqué de changement. Quelqu'un qui a une haute vibration va être moins sensible, par exemple, aux infections. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté par rapport même à moi-même. Parce que quand il y a eu une dépollution chez moi d'intérêt par rapport à tout ce qui est mesmérisant, si je puis dire, là, comme la spiritualité, puis je parle de la spiritualité niaiseuse, là, si on peut dire, là, qui est un peu populaire, si on peut dire. Puis par rapport à tout ce qui est ésotérique, eh bien, j'ai eu immédiatement une santé beaucoup plus forte. Puis aussi le fait de ne pas penser à ces choses-là, puis de ne pas être accaparé par ces choses-là ou fasciné par ces choses-là, ça fait qu'il y a de l'énergie qui n'est pas mobilisée, qui reste. La pensée, quand on est mis en vibration par une forme, là, ça veut dire que nous avons de l'énergie qui la met en vibration. Il y a quelque chose qui part de nous. Il y a des gens là, qui sont fascinés par des formes spirituelles ou par des ambiances spirituelles, et puis finalement, ils deviennent dépendants de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part une sorte de trafic d'énergie en circuit fermé. Puis ça devient un peu comme de la drogue. Même j'étais un grand mélomane. Un grand mélomane, j'aimais beaucoup la musique, même je composais, puis je jouais de plusieurs instruments. Puis du jour au lendemain, c'était comme une drogue pour moi, la musique. Puis du jour au lendemain, j'ai perdu toute fascination pour la musique. Peut-être parce qu'au niveau vibratoire, j'avais plus besoin. C'était plus la même chose. Puis, vous savez, là, la musique, même, je pense que Bernard avait dit, la musique va devenir une drogue. Mais une affaire que je me souviens qu'il avait dit à quelqu'un en privé, quelqu'un que j'ai connu qui est décédé, il disait les maudits Walkman, il va y avoir des Walkman partout. Il parlait les baladeurs là, avec des écouteurs. Puis ça, c'est dans les années fin 80, début 90 qu'il disait ça. Puis il disait, vous verrez plus tard, il y aura même plus de cassettes là-dedans, puis ça va être gros comme un carton d'allumettes. Puis finalement, après, il est venu les iPods, puis ces choses-là. Il n'arrive plus à écouter de la musique. Il ne supporte plus le bruit. Oui, puis vous remarquerez que ils nous mettent de plus en plus de musique partout. Il n'y a plus moyen d'aller magasiner sans voir de la musique. Pourquoi? Parce que les gens qui étudient dans la psychologie du marketing savent que ça crée des états seconds, puis les personnes sont plus portées à acheter. Tout est là pour voler de la présence, tout le temps. Même ici, là, avant, dans la ville où je suis, il y avait de la musique sur la rue juste dans le temps des fêtes, puis maintenant, il y en a tout le temps, tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas moyen d'avoir la paix. Tout le temps de la maudite musique. J'aimais beaucoup tout ce qui était les instruments à clavier. Puis ça peut paraître surprenant, mais j'avais développé une certaine affection pour Couperin, Rameau. J'étais rendu assez, je sais pas, j'avais une culture musicale assez pointue. Puis il y a Wanda Landowska qui était mon interprète préféré, parmi mes interprètes préférés. Et finalement, autant la musique était une chose extraordinairement importante pour moi, au sens où c'était presque une nourriture, je passais pas une journée sans jouer de la musique ou en écouter, autant aujourd'hui, je n'en ressens plus aucun besoin. Puis surtout, la musique de nos jours, moi, je la trouve de plus en plus mauvaise. C'est peut-être parce que je deviens vieux, tout simplement. Là. Je deviens un vieux chialeux, un vieux croulant. Les journées où j'ai moins d'énergie, là, ça me tape sur les nerfs. Comme là, aujourd'hui, je suis allé à l'épicerie, puis il y avait de la musique. Mais c'est de la musique, là, c'est la radio là, qui joue. Puis je viens, je m'attends, c'est pas long. Ça me tape sur les nerfs à un moment donné. Je trouve que c'est là pour nous voler de la présence, justement, nous mettre dans des états secondes pour acheter. Penses-tu que notre futur est déjà fait? Car je me suis vu pendant quelques minutes dans un corps différent avec un paysage technologique. Moi, mais ça peut être, si on peut dire, des formes oniriques mais éveillées. Mais je sais que le temps est une illusion parce que j'ai expérimenté avec ça.
À un moment donné, j'ai réussi à savoir exactement quand l'électricité allait revenir chez moi. Il n'y avait plus d'électricité, puis j'en ai profité pour faire une expérience. Je me suis couché sur mon divan, puis je me suis mis dans un état, j'avais une habilité plus à me mettre dans des états seconds, puis je cherchais le moment dans le futur où l'électricité allait revenir. Puis je me suis vu en train d'ouvrir mon frigidaire pour prendre du lait dans mon frigidaire, puis dans la vision que j'avais, l'électricité revenait pendant que je faisais ça parce que j'ai vu la lumière du réfrigérateur s'allumer dans la vision. Puis plus tard dans la journée, j'ai continué à faire mes choses comme d'habitude. Puis à un moment donné, sans y penser, j'ai voulu aller me chercher du lait, j'ai ouvert la porte, puis la lumière s'est allumée, puis j'avais vu dans le futur. Donc le temps est une illusion. Il y a quelque chose, c'est nous qui sommes dans un espace-temps précis, mais nous sommes restreints, ça j'en suis persuadé. Qu'est-ce que vous pensez de graffiti de rue? Ben moi, je vois plus là-dedans des rites tribaux. C'est lié, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les études psychologiques faites sur les gangs d'adolescents, puis les rituels liés à ces groupes-là. C'est un peu comme des chiens. Si vous les laissez dans la rue à eux-mêmes, ils vont former des meutes. C'est pareil pour des micro-sociétés de jeunes. Aussi, c'est des micro-cultures, dans le fond, tout ce qui est proche de la petite criminalité de rue. Moi, pour moi, les graffitis de rue, c'est des rituels tribaux. Ça vient, à mes yeux, il y a quelque chose de tribal là-dedans. C'est lié à des rituels d'être laissés à eux-mêmes, qui ont besoin de mettre l'énergie dans des formes au niveau de se recréer des sociétés. Il y a des études que j'étais au courant qui commencent à être plus connues, là, comme l'étude, là, vous prenez une classe, puis il y a une ligne A, une ligne B, puis il y a toute la classe est complice, sauf le sujet de l'expérience, qui lui, il le sait pas, puis tout le monde va dire que la ligne la plus longue est la plus courte ou vice-versa, puis finalement, le sujet va se conformer. Par rapport là, à des études qui ont été faites comme ça psychologiquement, les études sur le comportement, le behaviorisme, puis ces choses-là, c'est appliqué. Toutes ces études-là sont, par rapport aux résultats, ils développent des techniques et c'est appliqué. C'est tout le temps appliqué, puis c'est partout tout le temps. C'est pour ça que de m'être beaucoup intéressé à la psychologie de masse, ça a fait que pendant des années, j'ai été dans une colère terrible. Parce que je passais pas une seule journée sans voir de ces techniques-là appliquées sur les populations d'une façon hypocrite. Ça m'a toujours mis en colère. Mais même encore aujourd'hui, j'ai encore une colère, mais ça a fini par s'atténuer parce qu'aujourd'hui, j'ai intégré le fait que c'est factuel puis que c'est comme ça. Mais au moins d'en être conscient de le voir. Ça, j'ai fini par l'accepter, si je peux dire, là, pas dans le sens que je suis d'accord, mais dans le sens que je mobilise plus d'énergie à être psychologiquement en colère contre ça. On est des petites souris blanches dans un labo à ciel ouvert. Ils font des expériences sur l'homme. Ben, vers 2016-2017, il y a des gens qui l'ont diffusé. Ça doit être encore disponible. J'avais fait une espèce de montage, une espèce de clip avec de la musique qui s'appelait Le Tango des âmes. C'est vers 2017. Et puis, je l'avais fait en vraiment pas long. J'avais fait une recherche d'images, j'avais fait un montage extrêmement rapidement, puis j'avais mis une musique que j'aimais, là, un vieux tango polonais des années 30. Et finalement, il y a dedans tout, là, tout ce qui allait arriver dans les prochaines années. J'avais fait ça intuitivement. Puis dedans, je le montre bien que nous sommes des petites souris. Puis je montrais des petites souris qui se font injecter des choses, puis après, les petites souris sont. Bonjour. Si lui, ici, c'est un juge, lui, ça va être un avocat. Bon, bonjour.
mécanisme là, de ponction. Qui est parfait, là, vous voyez où les genoux pliés entre deux sphères. Mais ça ici, ce sont des manipulateurs extraordinaires. Ce sont des manipulateurs extraordinaires, puis le but, c'est de ne pas atteindre. Gouvernement sont des chats. C'est des souris aussi. Parce que si vous êtes dans un gouvernement, vous n'êtes pas réellement une personne de pouvoir, vous êtes un exécutant. Si on vous voit, là, si on connaît votre nom puis qu'on vous voit là, à la télévision, vous travaillez pour des gens qu'on ne voit pas. C'est réellement une poignée d'individus qui gouvernent notre planète. C'est pour ça que j'ai beaucoup de pitié pour la plupart des politiciens. Puis vous savez, là, comme Monsieur Tapi qui est décédé, là, qui était très en moyen, c'était quelqu'un de riche. Eh bien non, c'était un petit rien, un petit trou de cul par rapport à ces gens-là. Plus on est traversé par des énergies, mis en mouvement par des énergies. Bon, on pourrait prendre la loi de la thermodynamique, puis faire des parallèles avec, faire des métaphores avec, puis d'une certaine façon, on pourrait se rendre compte que tout ça, c'est pratique, puis c'est réel. Il ne peut pas y avoir de mouvement. Juste le fait que les gens sont motivés psychologiquement à faire quelque chose, c'est toujours subjectif. Il y a tout le temps quelque chose derrière, puis derrière, puis derrière. Puis quand on prend une vision d'ensemble, on se rend compte qu'il y a des mouvements. Au sens, si on regarde de plus loin, il y a des mouvements communs. Et puis, il y a des gens qui ont étudié justement ces choses-là parce ils veulent diriger l'énergie sur Terre. Donc, quand vous regardez la contre-culture des années 60, 70, ça a tout été planifié. Puis moi, ça me met tellement en colère, je suis tellement... Puis c'est encore pareil. Les gens ont été programmés, c'est terrible à dire. Ça m'est arrivé des petits éclairs que j'appellerais d'objectivité, mais à ce moment-là, ce que je vois par après, quand je retourne dans un état normal, moi, je me rappelle pas de tout. Parce que probablement que mon ego le prendrait pas ou est pas capable de... Mais je me rends compte qu'au fond, ce qu'on appelle nos vies sur Terre sont très peu de choses. Que finalement, je vis ce que je vis parce que quelque part, ça avait été décidé. C'est spécial, les gens se plaignent de leur vie, ils se plaignent de leurs conditions, alors que quelque part, ce qui est à leur source a choisi sciemment de vivre ça. Ça peut sembler terrible de dire ça, mais pourtant, il semblerait que oui, il y a quelque chose, je voyais quelque chose, puis je l'ai perdu. C'est fugace, ces choses-là, et je voulais dire quelque chose, puis je l'ai perdu. Mais par rapport à tout ça, les gens sont là à se plaindre de leurs conditions, à se plaindre de notre époque, alors qu'on est à un âge de fer, si on peut dire, et que c'est une période expérimentale extrêmement riche.
puis qu'au niveau de derrière les plans, ça se précipite pour s'incarner de plus en plus. C'est juste une fois incarné qu'on se plaint puis qu'on n'est pas content. Mais il y a quelque chose qui veut être testé dans l'expérimental. C'est juste une fois rendu dans l'expérimental que ce savoir-là est perdu puis qu'on tombe dans une mémoire expérimentale que les gens s'en plaignent. C'est, je veux dire, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est normal si on vit à une époque où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup de monde, il y a plus de, on dit, il y a plus autres, ils appellent ça de la surpopulation. Mais on dirait que plus les temps sont durs, plus qu'il y a du monde plus qu'il y a de naissances, il y a un mouvement là-dedans qui semble paradoxal, mais pourtant, on est là à trouver que nous vivons des temps extraordinaires. D'assister à tout ça, c'est un privilège d'être incarné en ce moment. Puis on se plaint, on trouve que c'est de la merde. Les gens s'en plaignent car les gens souffrent. Ben oui, mais c'est l'ego qui souffre. Puis l'ego, c'est pas la totalité de l'être. Et l'expérimental qui est acquis là-dedans, une fois intégré, puis c'est très... c'est de participer à ça, c'est quand même... Moi, je considère que nous vivons des temps extraordinaires et que nous sommes des privilégiés de pouvoir vivre ça, d'assister à ça. Pourtant, est-ce que c'est horrible? Oui. Aussi, puis de rester centré, c'est extrêmement difficile. Mais non, les gens, ils s'ennuient. C'est pas normal de s'ennuyer. Quelqu'un de conscient, c'est jamais plate, il peut pas s'ennuyer. C'est impossible. Pourquoi avoir des... En tout cas, c'est certain que les gens obsédés par l'amour, j'ai tout à vu ça comme une forme de pollution, de possession même. Euh, on ne sait pas comment se servir de la souffrance à notre avantage, oui, parce que la souffrance, c'est de l'information, c'est de l'énergie aussi. Mais comment intégrer la parole qui en rencontre sans en faire une croyance? C'est par la vibration, c'est le discernement vibratoire qui fait que la croyance deviendrait inutile. Mais oui, ça, quand ça a recommencé en 69, on est une période où il y a beaucoup d'humains. Puis il y a toutes sortes aussi de races mentales différentes. Moi, je le remarque ça dans le sens que il y a certaines époques où il y avait surtout un type mental qui prédominait. Mais là, on est à une époque où il semblerait que il y a des êtres, on dirait, qui viennent de toutes sortes de plans différents, puis de toutes sortes de raccoins différents qui s'incarnent. Puis ça crée une multitude, une diversité d'humanité que je pense qu'il n'y a jamais eu avant. Qu'il n'a jamais eu avant. Puis le pire, c'est qu'ils sont en train justement de vouloir catégoriser et étiqueter les gens selon leur type de perceptif ou chaque année, le DSM augmente de volume. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de types mentaux différents, qu'il y a de plus en plus de races mentales différentes, qui est en train de s'incarner sur Terre des types d'êtres qui avaient jamais été humains avant, qui avaient jamais, même peut-être même que nous avons affaire des fois à des êtres qui, au niveau là, de leur mémoire énergétique, ne se sont jamais incarnés avant dans la matière. Ben, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, on se demande si c'est du monde, si c'est pas des machines, carrément. Il y a même des fois, ça m'est arrivé de côtoyer des gens, je me demandais si c'était pas au fond des espèces de programmes, un peu comme si leurs yeux étaient deux caméras, leurs oreilles deux micros, puis que c'était des sondes qui ramassaient de l'énergie de l'information pour leur monde à eux. Il y a du monde qui disent qu'il existe des gens sans âme. Ça vous dit quelque chose? Non. Parce que pour s'incarner, il faut qu'il y ait un véhicule intermédiaire qu'on appelle l'âme. Ça, je vois revenir là, les anciennes formes spirituelles qui voyaient l'âme d'une façon spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas d'âme, il ne peut pas être incarné, il meurt. Parce que âme, ça vient d'animos qui anime les corps. Donc, c'est quelqu'un qui viendra au monde sans mémoire, sans rien. L'âme, c'est aussi la mémoire. C'est pas pour rien que dans le monde de ceux qui ont la croyance des réincarnations, il y a l'âme, il réoublie à chaque incarnation, mais c'est par l'âme qu'il y aurait de l'information de vie passée qui passe. C'est comme animaux, même les animaux ont une âme. Ben, souvent, c'est des âmes collectives. Esprit plutôt sans esprit, oui. Ça, oui. Ben oui, même si c'est une majorité. Il y a un esprit, mais il y a une coupure
il y a une coupure de contact avec l'esprit. Zuckerberg, moi, je le pense assez fragile. J'ai l'impression des fois, je l'avais vu là, en entrevue, puis il devient nerveux facilement, puis quand il est interrogé devant le Congrès aussi, là, il devient, on dirait un petit enfant là, qui est pris sur le fil, là, puis qui devient nerveux, puis on a affaire à des gens qui sont pas si... c'est souvent lié par de la programmation de l'entourage, entre autres, puis faut pas non plus être manquer trop d'empathie. Parce que c'est quand même pas des monstres, là, c'est des humains, mais disons qu'une mauvaise graine va mal grandir dans un mauvais terreau. Puis c'est souvent lié au milieu, puis Zuckerberg, son milieu est assez spécial d'où il vient, puis sa mère, puis pauvre lui, ben, j'ai une certaine compassion quand même. Je voudrais pas être à leur place. Je voudrais pas être à sa place. Moi, des fois, c'est drôle, hein, mais on se sent bien d'être de ne pas être à la place de ces gens-là. Prenez là, les membres de la famille royale en Angleterre, c'est l'enfer. Ces gens-là n'ont pas de vie. C'est horrible, je veux dire. C'est déplorable. Ça fait pitié. J'ai le soleil qui me cache. Moi, 69, j'étais pas là. Puis en plus, je veux dire, c'est le passé. Il y a des dates importantes à venir. 69. Ben oui, il serait. Aurobindo avait dit que ça commencerait là. Puis c'est là que Bernard, qui était à l'époque, semble-t-il, étudiant en anthroposophie à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aurait eu son premier contact. Ça aurait été violent, dans le sens que il y aurait eu une perte d'une dépersonnification égoïque, puis il y aurait eu un contact fait avec des initiateurs systémiques, puis ça avait l'air d'avoir été violent. Mais moi, j'aime pas ça, penser à ça, à cette année-là, puis à ce que d'autres ont vécu cette année-là, parce que ça me fait me poser beaucoup de questions. Parce que c'est exactement à l'époque où, au niveau des étudiants en anthropologie, il y avait des expériences faites avec des drogues, notamment des drogues chamaniques, là. Si je tombe immédiatement dans l'intellect de me demander si Bernard a pas pris quelque chose, puis je le sais que je vais pas me poser la question, puis que c'est pas important. Qu'est-ce qui est arrivé à Bernard quand il était étudiant en anthropologie au Nouveau-Mexique? Ça, je le sais pas. C'est juste qu'il est revenu à Montréal avec une conscience puis une mémoire modifiée, que ça a été extrêmement difficile. Puis, c'est drôle, je l'ai pas vécu, mais moi, à mes yeux, c'est comme si c'est des mauvais souvenirs. Pourtant, je l'ai pas, mais c'est une vibration d'expérimental dur. Puis, aussi, ça me met en colère. Ça me met en colère pourquoi? Parce que c'est l'époque où la CIA synthétisait du LSD, on distribuait ça dans les universités, c'est passé par des professeurs d'anthropologie. C'est dans les temps où ils ont fait des expériences dégueulasses avec notamment là, Theodore Kaczynski, là, le mathématicien qui est devenu fou, qui s'est coupé de la société, puis que c'est des choses qui me mettent très, très en colère. Très, très en colère. En plus, ça s'est poursuivi. Là, si on prend par exemple, là, moi, une chose, j'en reviens pas, je comprends pas ça, parce que, comment il s'appelle donc le gars, là, l'espèce de Suédois là, qui a passé sa vie en Australie? Oui, ils ont fait des dégâts. Il y a eu des expérimentations faites sur des gens dans les universités, puis sur des militaires, et puis, oui, encore aujourd'hui. Est-ce possible de se souvenir du jour de sa propre naissance? Je sais pas. Pourquoi pas? Tout est archivé, donc il y a certainement une possibilité de se mettre en résonance avec l'information puis d'aller là. Il est possible de se souvenir de la vie de gens, d'autres personnes. Il est possible même de se souvenir du futur. La mémoire, c'est l'âme, donc c'est très mystérieux. C'est de l'information, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens qui ont des souvenirs qui ne ont même pas vécu, qui sont des souvenirs de d'autres personnes, puis après ils pensent qu'ils sont réincarnés, alors que la réincarnation, c'est plus simple que ça, là. Aussi, il y a des gens qui sont capables de se mettre en sympathie, puis de capter même les souvenirs d'autres personnes. Je vois pas pourquoi on pourrait pas, au niveau d'archives, de l'information, d'entrer en contact avec ça. La vie, c'est un mystère. Moi, je considère qu'il n'y a pas de mystère.
Il y a des mystères pour l'ego incarné, puis, mais à part ça, là, ça fait partie des choses, juste le concept du mystère me met en colère. Moi, je vais devoir mettre fin au direct parce que ça, là, il va falloir que il s'en vient 1 heure. Mais ça a été quand même plaisant. Je pensais pas en faire un aujourd'hui. C'est un addon. Ça a donné comme ça. C'est rare qu'il y ait personne ici. Rien. Ah ben là, je le sais pas. Moi, je considère que je suis pas un mystère. Pas du tout, même pas assez peut-être. Ça me protège peut-être d'en être plus un. Mais découvrir, c'est enlever quelque chose qui recouvre. Donc, ça revient au même, mais là, il faut voir ça au niveau là, horizontal. Donc, c'est vraiment dévoiler plus que de soulever. On peut pas, c'est difficile de se mettre à la verticale par rapport à des mystères. Il va falloir horizontaliser ça pour déchirer ça. Donc, ben, je vous remercie. Bon, ben, je vais vous souhaiter un bon après-midi puis une bonne fin de soirée pour les gens qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Donc, bonne journée, bonne fin de soirée.